Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à tous, moi c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, j'accueille dans ce nouvel épisode Arthur Guyet, cofondateur de NDA Partners, cabinet de consultants spécialiste en architecture de systèmes d'information qui intervient à la fois auprès de grandes entreprises et de startups. Venant d'un milieu modeste, il est le premier de la famille à faire de longues études. Arthur partage sur son parcours qui l'a amené à commencer la vie active très jeune en tant qu'ouvrier dans le bâtiment avant de reprendre des études à Centrale Paris puis de fonder NDA. Il revient également sur leur rencontre avec ses cofondateurs, Nassim et David, et les chemins qui les a menés à fonder NDA juste avant la crise Covid. Un parcours ultra inspirant à écouter sans modération. Bonne écoute. Bonjour Arthur. Bonjour Xavier. Alors Arthur, la traditionnelle question, est-ce que tu peux nous faire le pitch de NDA Partners en quelques mots ? Oui, bien sûr. Chez NDA, notre métier, c'est l'architecture des systèmes d'information et on intervient au travers de 4 verticales, le cloud, le DevOps, la data et la cybersécurité. Et on intervient principalement pour de grandes entreprises, pour leur pôle d'innovation et leur département IT. Et de manière plus occasionnelle, on intervient aussi pour des startups, toujours sur des sujets autour des technologies. Et du coup, quand tu dis grand groupe, c'est de tout type d'industrie ou est-ce qu'il y a une industrie en particulier ? Alors d'un point de vue plus historique, on a beaucoup travaillé pour le secteur bancaire. C'est pas du fait d'une volonté particulière, c'est simplement que notre réseau y est plus dense. Et maintenant, de plus en plus, on tend à travailler pour d'autres industries, notamment le luxe, le secteur maritime, etc., etc. Très clair. Et quand tu parles de start-up, qu'est-ce que vous faites exactement pour les start-up du coup ? Alors pour les startups, c'est souvent des missions qui sont très riches parce que on intervient comme des CTO la plupart du temps. Donc on va venir les aider à industrialiser tout un produit technologique. On va les aider à définir des roadmaps, parfois même à structurer leurs équipes, savoir quelles compétences recruter et à quel moment. Et on va en fait essayer de donner vie à leurs projets, toujours au travers du prisme technologique. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des super consultants pour start-up Super consultant, j'achète. C'est bien vendu. On va dire que c'est des startups qui ne sont peut-être pas forcément structurées pour avoir un CTO à plein temps et du coup elles vous contactent pour que vous fassiez le boulot pour eux, c'est ça ? Exactement. Et en fait, c'est essentiellement des startups pour lesquelles il y a une très forte vision business et pour laquelle la technologie, en fait, c'est pas la première emphase des fondateurs. Du coup, c'est des startups qui font quoi exactement ? Est-ce qu'il y a un modèle de startup ou c'est tout type de startup ? C'est tout type et là encore, du fait de nos expériences et notre connaissance sectorielle, c'est souvent des fintech. Mais de plus en plus, on tend à travailler pour d'autres types de startups, notamment dans le médical, mais aussi dans la sécurité. D'accord, c'est intéressant. Donc ça veut dire que chez vous, vous avez des compétences pour toucher à la fois au médical, la sécurité, les fintech. Vous avez des profils variés, on va dire. Ouais, parce qu'en fait, on appréhende notre métier vraiment au travers du prisme technologique. Alors même si évidemment il y a besoin de maîtriser, en tout cas d'avoir une certaine compréhension du métier, la finalité de notre perspective restera la technologie. On va revenir plus en détail sur NDA Partners, mais là, ce qui m'intéresse, c'est parler de toi, Arthur. D'où tu viens, quel est, comme on dit, ton background ? Qu'est-ce qui t'a amené à créer NDA Partners ? Ouais, et alors là, je suis désolé, je vais être long parce que j'ai un profil qu'on pourrait qualifier d'un peu atypique, au sens où j'ai démarré ma carrière professionnelle comme ouvrier du bâtiment pour rejoindre ensuite Centrale Paris, puis fonder NDA. Du coup, t'as quel âge, Arthur, sans indiscrétion ? J'ai 33 ans. 33 ans. Ça veut dire que t'as eu ton bac et après, t'as travaillé directement après en tant qu'ouvrier du bâtiment ou est-ce que t'as fait des études pour aller dans la construction ? Qu'est-ce qui t'a amené dans la construction à l'origine ? Moi, je viens d'un milieu moyen / modeste dans lequel tous les hommes sont ouvriers du bâtiment. Donc, ça fait partie de la culture familiale que de travailler dans le bâtiment. Et en fait, une période assez centrale dans ma vie était la période du lycée dans laquelle j'étais partagé entre vraiment 2 mondes. Le monde de la formation, de la scolarité, dans lequel j'étais très absent, peu investi dans ma scolarité, et de l'autre côté, j'étais partagé avec le monde du bâtiment, dans lequel j'y investissais toutes mes vacances scolaires y passaient, parce que ça me plaisait, parce que c'était ça être un homme dans ma famille. Et en fait, la scolarité s'étant pas spécialement bien passée,
même si elle a quand même abouti à un baccalauréat que j'ai obtenu au ras des pâquerettes, eh bien, j'ai décidé, juste après mon bac, de ne pas démarrer mes études et de partir travailler avec la famille sur les chantiers. Et pourquoi tu as fait ça? Est-ce que c'est parce que tu avais eu l'habitude de toucher de l'argent, comme tu disais, dans le bâtiment en tant que lycéen, et du coup, tu t'imaginais pas faire les études sans. Enfin, tu te dis, je vais rentrer en vie active pour gagner de l'argent et être autonome. Quelle était la réflexion derrière? En fait, il y avait tout un tas de choses. C'est que pour moi, le bâtiment, c'était notre culture, notre point d'ancrage depuis le début dans ma famille. Donc, il y a vraiment l'aspect culture de je veux être indépendant, je veux de passer du stade de l'adolescence à être un homme, et ça passait à mes yeux à cette époque par le bâtiment. L'autre point, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est l'argent, c'est d'être indépendant financièrement, en tout cas pour l'alimentaire, les vêtements, dès mes 12 ans, mes 13 ans, c'était une fierté. Ah, donc ça veut dire que tu as commencé sur les chantiers à cet âge-là, je suppose, avec ton père, du coup, à l'époque? Ouais, mes premiers chantiers, ça a été oui, c'était vers mes 12 ans, et après j'ai basculé sur toutes mes vacances scolaires y passer, et c'était pas une contrainte, hein, c'était vraiment une volonté de ma part, comme l'a fait mon frère par exemple aussi, d'aller travailler dès qu'on pouvait. Et du coup, comment tu t'es retrouvé à quitter après le bac, rentrer dans la vie active, être ouvrier du bâtiment, faire quelque chose, d'après ce que tu dis, qui te plaisait, à te retrouver à Centrale? Quel était le cheminement pour te dire, bah, finalement, je fais plus ça, je reprends des études? Puis dans une école assez importante. C'est une très bonne question, parce que même encore aujourd'hui, cette période pour moi, ce point pivot où j'ai basculé après vers des études, il est encore très flou. Au sens où j'étais vraiment très fier de travailler dans le bâtiment. Enfin, j'avais beaucoup d'enthousiasme à aller travailler tous les jours. On travaillait vraiment beaucoup les soirs, les week-ends, et c'est vraiment quelque chose qui me rendait fier. Pour autant, j'avais le sentiment de pouvoir faire plus. Et à cette époque, en tout cas au bout de 2 ans, est venue à moi la question de tel que c'est parti, soit j'y reste et je joue ma carrière là-dedans, et je suis sûr que je pourrais faire de belles choses, soit si je veux faire plus, il y a peut-être des accélérateurs. Et les études, c'était à cette époque un des accélérateurs possibles, en tout cas que j'avais en tête. Et du coup, comment tu t'es retrouvé? Est-ce que tu connaissais, tu as fait directement les concours pour les écoles? Tu as repris un cursus? Comment tu t'es orienté directement vers Centrale? Non, ouais, du tout. J'ai repris un parcours universitaire parce que c'était à l'époque l'unique institution qui pouvait m'accepter. Parce que le profil, il est quand même difficile à expliquer du haut de ses 20 ans. Aller reprendre des études, c'est pas forcément évident. Et donc j'ai démarré en faisant une licence spécialisée en mécanique des fluides. Et pendant cette licence, tout s'est extrêmement bien passé. J'ai repris les études vraiment quasiment en partant de zéro, mais avec beaucoup de volonté, un peu d'ego et une volonté un esprit un peu compétitif. Bah, j'ai réussi à majorer très rapidement toutes mes années, jusqu'à ce que je fasse une belle rencontre en troisième année, avant l'obtention de ma licence, qui est ma responsable de formation de l'époque, qui me dit Arthur, c'est très bien, on est très très content de t'avoir, mais il faut que tu partes maintenant, il faut que tu ailles tenter d'autres choses. Et c'est cette personne qui m'a éclairé sur l'univers, le monde des grandes écoles. Parce qu'évidemment, dans la culture familiale, à part Pont et Chaussée qu'on connaissait de réputation, Et euh, pour le bâtiment? ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, c'est pas dans notre culture. Je pense être le premier de ma génération dans ma famille à avoir eu le bac. Les études, c'est pas quelque chose qui nous parlait beaucoup. Et cette personne, un jour, m'a éclairé sur toute la mécanique des admissions sur titre pour entrer dans des grandes écoles, et m'a envoyé passer tous ces concours. Donc, j'ai découvert le nom des écoles à chaque fois un mois avant que je passais les concours d'admission. Et finalement, j'ai obtenu tout ce que je pouvais aller obtenir. Et à la fin des fins, parmi la liste, on m'a dit de prendre Centrale Paris, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'école. Alors, qui c'est le fameux on? C'est toujours cette même responsable de formation. D'accord, donc tu t'es vraiment laissé guider. Ouais, je m'en suis remis à elle parce que j'ai senti beaucoup de bienveillance et la volonté de vraiment m'aider là-dessus. Et encore une fois, dans la culture familiale, toutes ces écoles, c'est absolument de l'ordre de l'inconnu. Encore aujourd'hui, mon père me dit que j'ai fait la centrale. C'est dans ce contexte qu'il faut faire appel à d'autres et savoir les écouter. Et cette personne m'a donné les bons conseils à cette époque.
Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui doivent se retrouver dans ce que tu dis. Et du coup, tu as repris tes études à quel âge? J'ai repris à 20 ans, peut-être un peu moins parce que j'ai eu mon bac à 17 et quelques et 2 ans plus tard, je les reprenais. D'accord. Et donc, une fois que tu es rentré à Centrale, est-ce que tu es rentré dans un but précis en te disant, bah, je vais rentrer en Centrale parce que je veux faire ça après, je veux créer une boîte, ou est-ce que tu es rentré sans but précis à part bah, avoir un diplôme d'une très belle école? Pas de but précis. J'ai suivi en fait un flow qui est porté par des conseils qui venaient notamment donc, de cette responsable de formation. Et une fois que je suis arrivé à Centrale, ben, on redémarre tout en disant c'est quoi mes prochaines étapes. Et la difficulté que j'ai eue en fait, c'est que d'un point de vue scolaire, tout se passait extrêmement bien, mais à aucun moment donné, j'ai réussi à répondre à cette question de ce que j'allais faire de ma vie. Je savais que j'étais, disons, sur une pente montante, mais incapable de savoir quelle cible viser. Et le problème que j'ai rencontré dans cette école, c'est que comme c'est une bonne école et qu'elle est généraliste, dès qu'on se demande ce qu'on va faire, tout le monde répond c'est facile pour vous, vous pouvez tout faire. Et le problème, c'est que c'est à cette époque, en tout cas de ma vie, c'était la plus mauvaise des réponses qu'on pouvait me donner, parce que ça me laisse dans un flou, dans quelque chose que bah, du coup, toujours ce même flou. Et est-ce que une question un peu plus personnelle, mais est-ce que tu t'es senti en décalage avec tes petits camarades du fait de ton vécu, du fait que tu étais déjà travaillé, tu une espérance de vie qui était un peu différente des autres? Est-ce que tu as senti un décalage ou pas du tout? Totalement au début. C'est-à-dire que j'ai vu arriver un profil d'étudiants qui sortaient de prépa, qui en avaient vraiment bavé et qui étaient encore dans un monde extrêmement scolaire. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est simplement que après un bac et après une prépa, on s'est énormément investi et on n'a pas encore démarré sa vie de entre guillemets d'adulte. Et moi, à l'inverse, cette vie, je l'ai eue très tôt. Je l'ai eue très tôt parce que j'ai eu de l'argent très tôt par mon travail. Je l'ai eu très tôt parce que à 18 ans, dans un monde ouvrier, c'est normal d'avoir sa voiture, c'est normal de commencer à s'assumer, etc. Et donc, au démarrage, la première année, j'ai senti voilà un décalage. Néanmoins, il s'est atténué dans le temps hein, parce que on est entouré de gens intelligents, donc qui progressent et qui grandissent très vite. Mais tu vois, pour t'illustrer ça, c'est le système associatif d'école, par exemple, qui vise en fait à faire progresser, à faire monter en maturité, enfin tous les étudiants. Et ben moi, à cette époque, je le comprenais même pas. Je me rappelle avoir visité des associations et ne pas comprendre pourquoi des gens s'investissaient sans être payés dans quelque chose. Et j'en étais là, et pour moi, c'était de l'ordre du surréaliste. Je ne comprenais même pas qu'on puisse accepter ça. Évidemment, je l'ai compris plus tard, mais voilà pour illustrer un peu le décalage qui pouvait exister. Donc, j'imagine que la scolarité à Centrale s'est bien passée. Et une fois que tu as fini ton cursus, bah, du coup, what's next? Est-ce que tu as commencé dans un job, on va dire lambda, classique d'une sortie grande école, ou tu t'es directement lancé en entrepreneuriat? Alors, à l'issue de Centrale, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'à cette époque, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai trouvé un camarade qui était plus ou moins dans la même situation et on s'est dit, à deux cerveaux, on doit pouvoir faire des choses intelligentes. Ce qui ne se vérifie pas toujours. La preuve, on a tenté de monter une boîte extrêmement tech, notamment autour du machine learning pour le traitement automatique de photos. On a développé plusieurs algos qui étaient assez sympas à l'époque au vu de l'état de l'art de ce qui se proposait. Mais c'est quelque chose qu'on a totalement oublié de vendre commercialement, ce qui fait qu'au bout d'un an, on s'est épuisé dans de la technologie et on a décidé finalement de mettre fin à cette aventure. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu le réflexe, entre guillemets, si je dois caricaturer, le réflexe classique de l'ingénieur français qui pense d'abord produit avant de penser marché? C'est exactement ça. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'on l'a fait tout en étant conscient d'être dans ce fameux tunnel de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on le savait, on le ressentait, on nous le disait à l'extérieur, mais il y avait une sorte de fuite en avant dans lequel on se disait le produit est beau, et en plus de ça, il l'était, mais sans vouloir lâcher, sans vouloir prendre du recul et à un moment donné s'arrêter. Bon, on s'est tout de même arrêté au bout d'un an, mais on aurait pu le faire plus tôt.
Mais effectivement, oui. Et du coup, après cette première expérience qui s'est finie au bout d'un an, qu'est-ce que tu as fait? Et là, j'en étais toujours à la même situation, c'est-à-dire que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, je consulte mon LinkedIn, je vais contacter un des nombreux recruteurs qui vous ajoutent pendant votre période d'école, et je lui explique un peu mon parcours et je lui dis, bah voilà, trouve-moi du boulot. Et il me fait passer toute une série d'entretiens dans plusieurs boîtes, notamment des cabinets de conseil en IT, qui ont plutôt belle réputation, dans des boîtes de finances de marché, etc., etc. Et à nouveau, tout se passe bien pour moi, je les ai toutes. Et parce que j'étais incapable de faire un choix basé sur du rationnel, basé sur mes appétences, j'ai pris ceux qui avaient l'air le plus sympa. Et ça a été ma clé de décision à l'époque. Donc, je disais, du coup, ils avaient l'air plus sympas que les autres et tu t'es dit, bah, je me sentirais mieux là-bas et donc j'y vais, quoi. Exactement, exactement. Et donc, c'était quoi le job que tu faisais en tant que consultant? Bah, très difficile à dire. Je suis rentré dans ces grands moules, dans ces grandes machines dans lesquelles on dit et on raconte à nos amis en soirée qu'on est consultant, sans pouvoir dire autre chose derrière, si ce n'est que d'illustrer par les missions que l'on fait nos activités au travail. Ouais, je suis passé par là, je comprends. Ouais, ce flou artistique qui, je trouve, est d'une très grande violence quand on est sorti d'école. Infliger ça à des profils un peu jeunes, un peu juniors, de pas être capable d'expliquer ce que l'on fait, ça amène à une perte de sens très forte de nos métiers. Et c'est après, s'en est suivi pour moi des années alors qui sont bien passées. J'avais une très bonne trajectoire de consultant, etc., etc. Mais une expérience pas que je regrette du tout, mais qui me laisse très perplexe sur ce que ça a pu m'apporter. Enfin, ça m'a apporté plein de choses, mais voilà. Ouais, justement, si tu devais ressortir une chose bénéfique du fait d'avoir été consultant pour toi, enfin, une ou deux choses, hein. Ça a eu le bénéfice de m'envoyer chez tout un tas de clients, qui fait que j'ai pu observer plein de contextes d'entreprise différents. J'ai pu apprendre chez chacun de mes clients tout un tas de choses sur leur manière d'employer les technologies, sur leur manière d'être architecte, sur leur manière de gérer des équipes, etc., etc. Et un jour, j'ai fait une très belle rencontre à l'occasion de ma dernière mission pour ce gros cabinet. J'ai rencontré un client qui venait d'être promu en tant que responsable du pôle d'innovation de l'IT de sa banque. Parce qu'il venait d'être promu, il était très investi. Et par ailleurs, il avait cette générosité de m'apprendre au passage ce qu'il apprenait. Et ça a été mon premier point où je me suis senti grandi par mon métier. On va dire que ouais, un des avantages d'être consultant, si je synthétise, c'est faire un peu son propre benchmark et de prendre les meilleures idées, les meilleurs process de tes clients, on va dire. Exactement. C'est de voir plein d'expériences différentes qui fait que à la fin, tu as une culture générale assez avancée des entreprises, en tout cas dans ton secteur. Du coup, tu es resté consultant combien de temps? Entre 4 et 5 ans. D'accord. Et donc, au bout de 4-5 ans, c'est là où tu t'es dit, j'en ai marre, j'ai fait le tour, c'est le moment de retourner à l'entrepreneuriat? Alors, je me suis pas dit ça tout seul. En fait, sur cette dernière mission, j'ai rencontré un client qui a joué ce rôle de quasi-mentor pour moi. Et j'ai rencontré aussi Nassim Wali et David Aliar, qui sont aujourd'hui mes deux associés. On menait un projet pour une grande banque, un projet assez compliqué à mener. Et c'est à cette occasion, en fait, que j'ai rencontré donc Nassim et David. Et il s'en est suivi une sorte d'alchimie professionnelle qui fait que on se regardait à la fin tous les trois en se disant, bon, on a trouvé l'équipe, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose. On savait qu'on ferait quelque chose sans même savoir quoi. Et c'est cette rencontre en fait qui a motivé la création de NDA. C'est-à-dire qu'on est sortis respectivement de nos cabinets, on est parti et on est parti avec une mission, enfin une envie en tête, c'est de monter quelque chose et de faire les choses bien. Et du coup, là, on est à quelle période? Là, on est juste avant le premier confinement. On est début 2020. Donc, superbe contexte pour démarrer une aventure entrepreneuriale, mais on était tellement confiant de cette rencontre qu'on a créé l'entreprise, d'ailleurs en mars 2020. Donc, quelques semaines après seulement
avoir quitté nos entreprises. Donc là, tu dis, tu as rencontré Nassim et David et tu t'es dit, bon, Banco, c'est avec ces deux-là, on va faire un truc génial, mais on ne sait pas encore quoi. Du coup, comment est-ce que vous avez abouti à avoir l'idée de l'objet de NDA Partner? Ouais, alors ça c'est encore toute une histoire, mais pour la résumer, on a fait le point sur ce qu'on savait faire, ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on aimait faire. Et il en ressort que le conseil, même si le modèle qu'on avait vécu avant ne nous allait pas dans sa globalité, il en ressortait quand même qu'il y avait un métier qu'on aimait faire. Et ce métier, c'est celui d'architecte. Et on se dit, ce métier, rien ne nous empêche de monter un cabinet et de le faire à notre façon. Au sens où on n'est pas forcé ni contraint de répéter tous les modèles auxquels on n'adhère plus. On peut le faire, mais à notre sauce. Et c'est comme ça qu'on en est venu en fait à monter NDA et l'orienter dans ce sens, avec une culture d'entreprise qui lui est propre, etc., etc. Et du coup, comment est-ce que vous êtes structuré dès le départ? Comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients? C'est souvent un peu Ouais, c'est la la première difficulté. problématique, c'est de trouver à faire du chiffre rapidement. Comment vous êtes débrouillé pour ça? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'absolu inverse de ma première aventure entrepreneuriale. C'est qu'on vendait l'existence de NDA sans qu'il y ait un papier de fait ou quoi que ce soit. Et un jour, en présentant NDA, en disant qu'on a monté une structure, voilà dans quoi on travaille, eh bien, il y a un de nos anciens, pas clients, mais quelqu'un qui avait travaillé avec nous, qui nous avait vus en mission, qui nous dit, bah les gars, je suis intéressé. Et là, on se dit, bah super. Et cette personne nous dit, par contre, j'ai besoin de quelqu'un rapidement. Est-ce que vous êtes disponible? Et nous, on dit bien sûr. Et dans un même temps, on appelle tout de suite un expert comptable pour lui demander de créer la structure. Mais voilà, on a activé le réseau, on a vendu avant d'avoir un seul papier de signé, et dès que la première mission était trouvée, eh bien, on a monté la structure. D'accord, ouais, donc vous êtes parti du besoin client et après vous êtes adapté en fonction de ça, quoi. Exactement, exactement. Et petit à petit, on a trouvé d'autres clients, toujours par le réseau. Au démarrage, c'est vraiment ce qui a été structurant pour nous, c'est de travailler les gens qui nous avaient vus en mission parce qu'ils avaient senti chez nous quand même de la passion et de l'engagement dans ce qu'on faisait. Et le réseau, c'était également d'autres cabinets de petite taille, de gens très expérimentés généralement qui étaient très bienveillants à notre égard et qui nous ont permis de trouver nos premiers clients. En gros, vous avez été un peu les sous-traitants de certaines missions, c'est ça? Ouais, Vous avez tout à besoin d'appui, d'accord. Ouais. Tout à fait. Et ça nous allait très bien à l'époque parce que être entrepreneur, c'est aussi apprendre à composer avec de l'administratif, avec du social, de la compta, etc. Et pour nous, tout ça, c'était nouveau. Donc même apprendre à faire une fiche de paye, ça s'apprend. Et ça, c'est qu'un des petits exemples. Mais on a eu toute une phase où on devait apprendre à être entrepreneur. Ouais, vous avez appris vraiment sur le tas pour le coup. Exactement, exactement. Et donc, au bout de combien de temps vous avez eu votre premier client? Tu as dit que vous avez créé la société en mars 2020, donc au bout de combien de temps vous avez vraiment démarré tous les trois? Alors notre premier client, bah du coup on l'a eu en mars 2020. On a créé la structure avec lui et ensuite pour ce client, étant satisfait de ce qu'on avait à proposer, bah il a demandé un deuxième profil, puis un troisième et puis après, bah je sais pas, environ 6 mois, un an plus tard, on commençait à développer notre portefeuille client avec d'autres comptes, des startups, puis des gros, etc., etc. Et aujourd'hui, je pense que bout à bout, on a une vingtaine de clients réguliers qui font appel à nous. Donc oui, au bout de 2 ans, c'est plutôt 2 ans et demi, c'est quand même une belle réussite, on va dire. C'est une belle réussite. Alors, tous ne font pas appel à nous en direct parce que pour des logiques d'achat, de référencement, il y a des grandes banques pour qui on travaille et on est en sous-traitance. Mais c'est clairement assumé et su de nos clients. Et pour beaucoup d'autres, on travaille en direct. Et du coup, ça veut dire que vous avez dû très vite vous staffer après les premières missions. Donc la partie recrutement, comment vous l'avez appréhendé? Alors recruter, c'est très dur dans nos métiers. Et c'est un vrai métier et on a mis du temps avant de trouver notre modèle. Et d'ailleurs, on est encore en train de le travailler. Mais on a choisi deux voies. Le premier, c'est d'appeler le réseau proche. Parce que on connaît ces consultants qui travaillent pour d'autres cabinets et qui vivent les mêmes frustrations qu'on vivait à l'époque. Et là, l'enjeu pour nous, c'est de leur dire
écoutez, on mène une belle aventure, elle sera solide. Pour l'instant, on pouvait pas le vendre à l'époque parce que c'était très jeune, mais c'était de leur demander de nous faire confiance et de leur promettre qu'ils pouvaient s'épanouir, beaucoup plus chez nous que là où ils étaient. Et c'est comme ça on a fait nos premiers recrutements. Et aujourd'hui, je pense pas du tout qu'ils le regrettent. L'autre point, ça a été de signer rapidement des partenariats avec des grandes écoles d'ingénieurs, parce que c'est un milieu qu'on connaît bien. On est encore très proche de nos écoles respectives. On n'est pas si âgés que ça, et c'était assez facile pour nous que d'aller voir des jeunes en cours de diplôme, en cours d'études, pour leur raconter l'histoire de NDA et pourquoi c'était intéressant de travailler avec nous. Là, je te pose une question un peu volontairement provocatrice, mais est-ce que c'est un choix délibéré d'aller uniquement cibler des étudiants de grandes écoles? Pourquoi pas des universités qui peuvent être aussi reconnues? Est-ce que c'est parce que les clients finaux sont plus rassurés par avoir des diplômes de centrales, polytechniques et autres, ou est-ce que c'est une autre raison? Je suis pas certain que ça influe beaucoup sur la décision de nos clients. C'est-à-dire qu'ils le voient. Forcément, ça joue en la faveur du consultant d'avoir fait la meilleure des écoles possibles. Néanmoins, c'est jamais, ça va aider à la prise de décision, mais vraiment de manière minime par rapport au reste du CV. Pourquoi on va pas voir dans des universités? C'est simplement que on est une petite structure. On est tous architectes de métier, donc ça veut dire que c'est le métier qu'on exerce à 100% de notre temps. Il faut à un moment donné rationaliser. Et rationaliser, ça veut dire faire une approximation de la réalité en se disant si on va voir une grande école et qu'on recrute un bon profil, c'est certain qu'il sera bon et j'ai pas le temps d'aller benchmarker le reste du monde. On est conscient qu'il y a des milliers de pépites partout, mais pour le moment, ça serait trop d'efforts, trop d'énergie que d'y aller. On peut dire que c'est une gestion du risque, quoi. C'est minimiser le risque de recrutement pour pouvoir être efficient et grandir vite. C'est ça, c'est faire une approximation pour aller plus vite. C'est voir le problème non pas dans sa globalité, mais volontairement le restreindre pour avancer. Vu que vous êtes une petite structure, pour l'instant, est-ce que vous recrutez des profils plutôt juniors, ou est-ce que vous arrivez déjà à recruter des profils expérimentés qui ont un peu de bouteille, sachant que c'est souvent les plus durs à avoir dans le conseil? Tout à fait. Alors, on recrute les deux. Néanmoins, on a plus de peine à recruter et débaucher des expérimentés parce qu'il y a une vraie contention sur ce marché, parce que ça demande de l'effort, ça demande du temps. Mais néanmoins, on arrive tout de même à en recruter et des profils vraiment très sérieux. Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle et de bon augure. Et pour les inexpérimentés, les sorties d'école, là, c'est entre guillemets plus facile. C'est pas beaucoup plus facile, mais disons que c'est plus concentré le point de sourcing. C'est participer à des forums, c'est participer à des événements qui sont très localisés, à la fois dans le temps et même d'un point de vue physique. Je dis que c'est pas très facile au sens aussi où on vise à vraiment recruter ceux qu'on estime être les meilleurs pour notre métier. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est une petite structure et qu'on veut se développer rapidement qu'on fera de compromis ou de concessions sur la qualité qu'on peut offrir derrière. Donc finalement, c'est des challenges, des défis qu'on s'ajoute parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut être excellent, on veut être les meilleurs dans ce qu'on fait. Et donc ça rend n'importe quel recrutement plus compliqué. Et du coup, parce que dans vos secteurs, vous avez des concurrents qui sont souvent des gros cabinets de conseil, des mastodontes bien connus. Comment vous vous différenciez auprès des jeunes diplômés qui souvent, de moi, mon expérience, ont une vision un peu biaisée du conseil? Ils pensent qu'il y a tout de suite des très gros salaires, qu'ils vont voyager partout, etc. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier par rapport aux gros cabinets pour les attirer, ces jeunes talents, justement? Nous, on présente des projets. Ce qui serait infernal pour nous, c'est de dire à un jeune diplômé, tu viendras et tu seras consultant. C'est infernal d'entendre ça. Nous, ce qu'on vend, c'est un projet, c'est une formation, c'est un accompagnement qui fait qu'à la fin, cette personne, chez nous, aura tel métier, sera expert et pourra le revendiquer haut et fort, et sur la base d'éléments tangibles. Ça sera pas il y aura forcément de la slide, mais néanmoins, on mettra un gros bagage derrière qui fait que on se sentira vraiment expert par démonstration chez nos clients. D'autre part, on leur vend aussi le fait que on est dans l'intolérance au superflu. On n'est pas là pour aller regarder sur Internet ce qui se dit d'une technologie et ensuite le remettre dans des slides.
Si on parle d'une technologie dans une slide, c'est que à 100% des cas, on l'a poké avant. C'est-à-dire qu'on a mis les mains dedans, on s'est donné les moyens d'avoir de vrais avis, et ensuite seulement on va en parler. Et ça, quand on en parle en école d'ingénieur, bah ça fait écho. Ça fait écho parce que il y a toujours le même sujet sur la quête de sens dans son métier, parce que on a derrière, il faut se le rappeler, c'est que des ingénieurs. Et des ingénieurs aiment la technique. Ça veut pas dire qu'ils en feront chez nous 100% de leur temps, hein. On fait quand même du conseil et donc on fait un peu des deux, hein. Mais néanmoins, il en faut. Il en faut. Et ça fait écho. L'autre point aussi, c'est que si on se dit qu'on veut être les meilleurs architectes de la place dans nos dominantes respectives, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens d'y aller. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se donne du temps, qu'on se donne des ressources, qu'on se donne des formations, des certifications, etc., etc. Et chez NDA, et ça c'est depuis le démarrage, on s'est fait d'un devoir que de laisser un accès illimité à toutes les ressources qui pourraient faire qu'on apprend. Et c'est même pas forcément des ressources en lien avec notre métier, c'est n'importe quel consultant qui lève la main et qui dit je vais me former sur le marketing digital, alors que ça nous intéresse pas du tout dans l'absolu, mais évidemment on va supporter cette volonté en payant tout ce qui est livres, cours, etc. Ouais, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas la grosse machine des boîtes de conseil. C'est vraiment accompagner du co-développement quoi, entre vous et les consultants que vous embauchez, quoi. C'est ça, c'est de prendre les meilleurs des cerveaux et faire en sorte de leur donner un environnement stimulant dans lequel bah, tous les matins quand ils arrivent au boulot, ils ont envie, ils ont faim de savoir ils vont réussir à se nourrir chez nous. Si on parle un peu du futur, quelles sont les ambitions de NDA Partners à court, moyen terme? Tu disais que bah, au niveau recrutement, vous grossissez de manière assez importante. Quelles sont vos ambitions là? Alors, on s'était fixé comme ambition, plutôt que de se donner des chiffres, on se disait un bon rythme, c'est de doubler la taille de l'équipe chaque année. Ça c'est une sorte d'indicateur qui nous donne la vélocité qu'on veut avoir. Néanmoins, tout ça, on le mettra toujours au regard de ce qu'on est capable de faire et surtout le fait d'être capable de maintenir sa culture et ses valeurs. Et parmi nos valeurs, il y a l'excellence et c'est pas quelque chose avec laquelle on fera de compromis. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui qu'on veut doubler la taille de l'équipe chaque année. Néanmoins, comme on cherche toujours à recruter les meilleurs et leur donner le meilleur des cadres, peut-être qu'un jour, peut-être que ça sera pas doublé et c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on aille dans une bonne direction, avec une bonne cadence et surtout de grosses exigences sur ce qu'on veut être. Et l'autre point, où est-ce qu'on veut aller précisément à 5, 10 ans, 20 ans, je pourrais même pas le dire en termes de chiffres. Ce dont je suis certain, par contre, c'est qu'on insiste, hein, on veut être les meilleurs dans notre discipline et on veut faire de grandes choses. Et de grandes choses, je pourrais même pas te matérialiser aujourd'hui la forme qu'il aura. Non, mais ça peut être par exemple d'ouvrir des bureaux à l'étranger, de s'internationaliser. Enfin, c'est pas forcément, je suis d'accord, de chiffres, quoi, mais est-ce que vous avez d'ambition, tu vois? À l'international, aujourd'hui, on n'a jamais évoqué le point et il n'y a pas une appétence tout de suite particulière à y aller. Il y a un sujet sur lequel on est tous très sensibles chez NDA, c'est le green, notamment le green IT. On a fait quelques missions sur le sujet, on a lancé des projets écoles sur le sujet et ça devient de plus en plus une piste, une volonté chez nous que d'y aller vraiment franco sur le sujet et de créer les architectes SI de demain qui savent évoluer dans un contexte où la ressource est plus limitée, où on est plus frugal dans nos approches, etc., etc. C'est des belles ambitions en tout cas. Arthur, on arrive au terme de notre échange. La question qu'on pose habituellement pour clôturer nos entretiens chez Entrepreneur Café, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est un peu comme toi, aimerait entreprendre mais pas forcément les codes, quel serait ce conseil? Ouais, alors chez NDA, on en a un particulier, c'est qu'on joue le collectif. C'est-à-dire que NDA, c'est pas trois cofondateurs et des collaborateurs derrière. C'est on crée une culture dans laquelle tout le monde devient entrepreneur avec nous. Et la force de ce modèle, c'est que à chaque fois qu'on a une nouvelle personne qui nous rejoint, on gagne un entrepreneur avec nous. Et plus ça va, plus on multiplie notre force de frappe.
Alors ça vient avec beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, parce que il faut aligner tout le monde dans une même direction. Et c'est pour ça que cette vision de jouer le collectif, il faut la coupler avec derrière bien définir ses fondamentaux, bien définir ses valeurs, bien définir ses ambitions. Et ensuite seulement, tout ça, ça prend sens. Et là, de plus en plus, je l'observe en tout cas, la force de frappe se démultiplie vraiment vite. Merci pour ce bon conseil, Arthur, et je te souhaite plein de bonnes réussites pour la suite avec NDA. Merci Xavier. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!